Nicolas Fernand, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Maine Libre et vous venez de publier Le mystère de la Croix-Mignon. Vous revenez dans cet ouvrage sur un fait divers qui s'est passé en août 48 en bordure de la forêt de Vibray, un double meurtre, 2 sœurs, Marthe et Louise Verrier, qui ont 56 et 52 ans. Pourquoi ce fait divers déjà ? Alors, je me suis intéressé à ce fait divers après en avoir entendu parler il y a longtemps. Quand j'étais gamin, ma grand-mère habitait Semur-en-Vallon. Qui est pas loin donc ? Qui est vraiment, elle habitait à 2 ou 3 kilomètres de la Croix-Mignon. Et j'avais entendu parler d'un fait divers assez horrible, sans avoir de détails. Alors moi, à l'origine, je pensais que c'était les tenanciers de cette auberge qui tuaient les visiteurs, qui les détroussaient, voilà. Parce que ça renvoie à un imaginaire, l'auberge rouge, c'est exactement. Mais bon, c'est dont pas... les films ont été faits d'ailleurs. Exact. Mais là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, comme je suis journaliste au Maine Libre, j'ai l'habitude de rencontrer des écrivains locaux, de présenter leurs livres, et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal que je m'y mette aussi, et j'ai pensé à un fait divers, et ça m'a ramené à la Croix-Mignon. Donc je me suis penché dans les archives, je suis allé sur place et j'ai trouvé matière effectivement à écrire. Et les deux sœurs ont une petite épicerie. Alors épicerie, estaminet, dépôt de tabac. Elles passent pour riches dans le coin ? Alors on pense, parce qu'il y a du monde à la Croix-Mignon, on s'imagine au début que les poches sont pleines. Et quand on regarde de plus près à tout ça, elles n'étaient pas si riches que ça, même plutôt elles vivotaient. Et là, par contre, cette histoire, elle est très bizarre parce que on n'a jamais trouvé les criminels. Comme l'enquête a quand même été bâclée, on va dire, il n'a pas donné grand-chose. Il y a eu des personnes interpellées, des personnes qui ont avoué, mais qui finalement ont été mises hors de cause. Vous vous appuyez pas mal sur les archives de la presse de l'époque, notamment le Maine Libre. Il y a une quantité d'articles qui sont écrits. Comment on arrive à tous les éplucher, parce qu'on en parlait tous les jours et dans des styles très particuliers, c'est une autre époque. Alors c'est complètement une autre époque. Il y a eu beaucoup de choses écrites, du vrai, du moins vrai. On s'est un peu précipité souvent, mais beaucoup de détails sont donnés. Des détails qu'on ne donnerait d'ailleurs plus aujourd'hui parce que la façon d'écrire a complètement changé. La façon de traiter un fait divers n'est plus la même. D'ailleurs, le journaliste Fernand Bocage, on va revenir sur lui dans un instant, il est sur place, le matin même sur la scène de crime. Il est en direct live. Voilà, c'est ça. Il est avec les enquêteurs au plus près. Il peut presque toucher les corps. Il rentre dans la... C'est impensable aujourd'hui. C'est impensable. Au risque de souiller la scène de crime. Donc non, les journalistes avaient accès à tout pour peu qu'ils soient bien vus par les policiers, ce qui était le cas. Fernand Bocage, donc c'est un peu, à défaut d'avoir trouvé un coupable, c'est un peu le protagoniste de l'affaire. C'est journaliste du Maine, c'est un reporter et il est omniprésent dans votre livre. On le voit partout et son confrère de Ouest France aussi, Claude Patard, qui est bien présent sur cet événement. Et l'autre star, c'est le commissaire Angouette. Comme je disais, par contre, l'enquête n'est pas fructueuse. Et les journalistes ne respectent pas, franchement, même pas du tout la présomption d'innocence. Et ça aussi, ça diffère par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs pas propre seulement à ces journalistes locaux. Il y a aussi, sans doute, on s'en penche, des journalistes qui viennent de Paris. Parce que je me suis amusé, entre guillemets, à taper meurtre Croix-Mignon sur Google. Je suis tombé sur des archives du Monde où c'est écrit texto. Le meurtrier accusé, c'est le fameux Pierre Mazur. Voilà, l'assassin a été arrêté. L'assassin est arrêté, c'est ça. L'assassin est arrêté. Bon, le problème, c'est que l'assassin, apparemment, c'est pas lui. Eh ben, c'est pas lui. Donc, mais n'empêche que dans les journaux, on publie sa photo. Il est en photo menottée, ce qui, pareil, ne se ferait surtout pas aujourd'hui. On pense à sa famille, on pense à lui. Enfin, voilà. Il est présenté comme le coupable, et même s'il est disculpé ensuite, ça laisse des traces, forcément. Comment vous avez réussi à capter l'ambiance ? Parce que ce qui ressort de votre livre, il faut le reconnaître, c'est vraiment une ambiance, au-delà de ce meurtre, on est à la Libération, les gens, on l'a répété, vivent pauvrement, il y a vraiment une ambiance pesante. C'est pesant, tous les comptes ne sont pas réglés, j'ai l'impression. Ouais, il y a de la suspicion un peu partout, il y a encore les tickets de rationnement en 48, c'est pas fini. On partirait peut-être plus sur un meurtre crapuleux ? Mais oui, c'est ce qui ressort, et depuis la parution de ce livre, j'ai eu quelques échos Les langues se délient. Alors, les langues se délient un petit peu, alors pas de survivants, mais de personnes qui ont 70 ans, et dont les parents ont vécu cet épisode et qui leur en ont parlé. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces personnes ? Eh ben, on sait qui c'est. Carrément ? On m'a dit, on sait qui c'est. C'est une grosse mais on ne le dira pas. Grave, ouais. Eh ben oui. Et donc, pourquoi ils ne veulent pas le dire ? Parce qu'il y a eu visiblement des menaces de mort à l'époque déjà, ou dans les années qui ont suivi. Et parce que là où les personnes mises en cause ont des enfants, des petits-enfants. Et donc il n'est pas question d'en dire trop, de toute façon. Après, et puis on n'aurait aucune preuve maintenant. Parce que ça nous emmène très loin. Si ces personnes ont peur, on peut imaginer que le commissaire ou les gendarmes avaient peur aussi. Et on peut tout supposer dans ce contexte. Parce que l'enquête, c'est vrai qu'elle fait vraiment bâcler. Ah oui, ça va très vite. Et puis les précautions d'usage ne sont pas vraiment prises. On sent qu'on veut trouver les coupables rapidement.
Et si c'est des personnes de petites conditions pas très connues, c'est un peu plus facile. C'est plus facile, oui. C'est beaucoup plus facile. Et je pense que le climat de peur à ce mur et dans les environs en 1948, quand ça vient de se produire, incite fortement les gendarmes, les policiers à trouver un ou des coupables et on n'en cause plus. Et Nicolas Fernand, c'est quoi la suite de votre enquête journalistique? On va passer à un autre fait divers, on va continuer. Alors pour la Croix-Mignon, je pense qu'on en restera là, sauf coup de tonnerre, mais comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, je ne pourrais pas en dire grand-chose. Mais j'ai dans les tuyaux déjà un prochain livre sur un autre fait divers sarthois ancien. Qui est? Pas de pour l'instant. Pas pour l'instant. Il n'y a rien de sûr quand même. Voilà. Okay. Merci. Donc Nicolas Fernand, vous avez publié Le mystère de la Croix-Mignon avec le meurtre des 2 commerçantes Christophe Verrier à la Croix-Mignon en août 1948. C'est aux éditions de l'Étrave. C'est très intéressant. Merci. Merci à vous.